Là, je vais parler de mon sujet. Ce qu'on m'a demandé de présenter là, c'était des exemples concrets de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant en physique urbaine. Et la question, le sujet le titre, en gros, m'a paru intéressant parce qu'on parle souvent de faire la ville intelligente. On travaille sur la ville intelligente, etc. Et c'est justement en discutant avec Olivier on s'était dit, mais est-ce qu'il faudrait peut-être pas faire la ville intelligemment plutôt que la faire intelligente, hein. Du coup, je repars sur ce que j'avais laissé ce matin. L'idée d'avoir un nuage des points qu'on va transformer en modèle, qu'on va après simuler et qu'on va vérifier par la mesure, c'est le cadre. Ouais. Ici, les exemples que je vais vous montrer, ils vont tous être liés à ça. Donc, je vais commencer par la partie thermique. Et là, comme je vois que vous êtes super emballé, je vais vous décrire toute l'équation. Ça, c'est l'équation de la chaleur. Ouais. Alors, simplement, ce qu'on peut voir là, ce qu'on nous raconte, toutes ces quantités de chiffres, c'est qu'il y a de la chaleur qui passe à travers le mur, il y a de la chaleur qui se perd à cause du vent, qui vient frôler la surface, et qu'il y a des objets qui, en fonction de sa propre température, vont rayonner vers d'autres éléments de la scène, comme un radiateur, mais aussi comme nous dans la salle. OK? Alors, ce que j'ai expliqué rapidement ce matin, c'est qu'il y a deux façons de résoudre cette équation, entre guillemets. Ouais. Là, la première, à gauche, c'est la méthode nodale. Je prends une boîte, on va dire 7 pièces, je compte une surface pour chaque paroi et je vais donner un node à chaque surface. Et en fonction de ça, je vais commencer à introduire des résistances et des capacitances en fonction de ce que je veux calculer à l'intérieur de la pièce. Dans l'autre cas, je vais prendre la géométrie de ma salle, celui à droite, et je vais découper un petit morceau. Je vais les découper en petits éléments. C'est pour ça qu'on appelle après des éléments finis. Ça va être des petites boîtes qui vont venir discrétiser la géométrie de ma pièce, et c'est sur ça que je vais faire mon calcul. OK. Alors, la différence très simple entre un calcul et l'autre, c'est que ils vont tous les deux nous donner la bonne réponse, mais elle va être moyennée. Oui. La réponse dans la méthode nodale, on voit bien que c'est une valeur par node. J'aurais pu donner plus et ça m'aurait donné plus de valeurs. Mais ça reste aussi, ça serait devenu beaucoup plus difficile à calculer. Là, de l'autre côté, j'ai toutes mes petites boîtes que maintenant, je suis capable d'interpoler. Et ça me fait une jolie carte des couleurs. Mais là, je peux dire, bah, effectivement, le plafond de cette boîte est beaucoup plus chaud que le plancher. Ce que je peux dire aussi quand je regarde les valeurs là, mais c'est beaucoup moins parlant, je pense. Alors, en ayant ça dans la tête, moi je suis parti, ça c'est le travail de ma thèse, une partie du travail de ma thèse, qui a été d'instrumenter une rue. J'ai placé beaucoup de thermomètres. Pour rappel, les thermomètres ils vont fonctionner comme la petite boîte à gauche. Oui, ça va me donner la température sur un point, mais normalement, ça va me donner la température beaucoup plus précisément. Oui. De l'autre côté, j'ai fait toute une campagne pendant 24 heures des captures de thermographie. Et l'idée, c'est de comparer l'une méthode à l'autre. Je suis en train de mesurer la température, mais comment je fais? Sachant que les technologies sont très différentes. Dans un cas, c'est par contact, et dans l'autre cas, c'est le rayonnement que je suis en train d'évaluer. OK? Dans la mesure, je vous spoil un peu la fin. À la fin, ça fonctionne très bien. Mais la thermographie, il faut la corriger. Ça, je ne vais pas présenter ici, mais je vous raconte juste pour que vous pouvez apprécier ça. Là, on voit la thermographie corrigée. Au milieu, c'est la simulation. Et de l'autre côté, on voit ce que ça nous aurait donné si on avait une méthode nodale. Alors, il faut dire que pour l'instant, dans tous les bureaux d'études que je connais, oui, dans tous, ils font que de la méthode nodale pour ce qu'on appelle l'STD, la simulation thermique dynamique. Ouais. Ça veut dire que ça nous donne la valeur dans un point qu'après on généralise sur des surfaces. C'est des informations qui sont un peu plus simplifiées, si vous voulez. Sachant qu'on peut faire beaucoup mieux. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est justement ça. Ça, c'est le résultat de la campagne. Les mesures, ils ont dû être corrigées parce que comme c'est du rayonnement, ça fonctionne comme pour la lumière. Il y a une partie qui est absorbée, il y a une partie qui est réfléchie,
Et tous ces flux, il faut les corriger. La caméra thermique, elle va nous donner juste l'information brute, tout ce que je reçois qui vient de ces sens-là. Mais moi, si je veux connaître la température des surfaces, il faut que je nettoie tout le reste pour dire, OK, c'est ce que je reçois de cette direction-là, mais ça, c'est par réflexion, ça, c'est parce que c'est la surface qui me l'émet, et ça, c'est parce que c'est moi qui rayonne sur la surface. Du coup, tout ça, il faut le nettoyer. On arrive, et là, vraiment, la ressemblance entre la simulation et la mesure, c'est impressionnant. C'est pour l'instant qu'il y a des plus précis. Je n'ai pas vu d'autres. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais hein, j'ai pas vu d'autres. Bref, après, si on continue sur la partie mesure, c'est des exemples. Du coup, ça va être un petit peu désarticulé d'un exemple à l'autre. Si vous avez des questions, vous m'interrompez, on s'arrête, etc. Là, j'utilise les appareils que j'utilisais dans l'autre campagne. J'utilise une caméra thermique que cette fois-ci, je vais faire tourner sur un petit robot que j'avais. Ça va me faire des images à 360 degrés, mais des images thermiques. Là, j'étais à Cordoue. C'était l'été, c'était en 2019, et là, il faisait chaud, vraiment chaud. Là, j'étais à 48 degrés, il faisait super, super chaud. Les gens, c'est pour ça que les gens, ils font la sieste en Espagne, déjà, on comprend très bien. Et l'idée, c'était d'évaluer les surfaces du sol. Alors là, je suis allé me placer dans une place qui était pas très loin d'un pont. En fait, c'est presque le même endroit où le matériau par terre, c'était de la pierre. C'était la même pierre, c'est juste présenté différemment. Ce que je veux évaluer, c'est si la rugosité a une influence sur le confort thermique d'un piéton. Et ça, c'est en pensant, si jamais il faut modifier la surface de la ville, et ça sera sûrement le revêtement de sol, c'est ce qu'il y a de plus facile à changer. Est-ce qu'on peut vraiment modifier l'environnement avec ça? Et la réponse à la fin, c'est oui. Il convient beaucoup mieux, ça c'est dit, il convient de mettre une surface lisse à une surface rugueuse. La surface rugueuse, elle va rayonner beaucoup plus, elle va attraper la chaleur dans la journée, elle va rester chaude le soir, et ça peut monter jusqu'à 3 degrés de plus au moment où on veut justement qu'il soit frais. Ok. Je refais l'expérience à Bordeaux. Ça, c'était pareil, en 2019, mais lors d'une vague de chaleur. Là, je suis allé fort parce que là, c'était c'était 3 jours de mesures sans s'arrêter. On faisait des mesures chaque 6 heures. À la fin, j'avais perdu 5 kilos en 2 jours, quoi. Mais oui, déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Et là, l'idée, c'était d'évaluer différents types de sols. Il y avait des sols qui étaient plus blancs, plus clairs, parce que c'est ce qu'on entend toujours. Quand il fait chaud, il faut prendre un blanc. C'est ce qu'on voulait voir. Et ce qui m'intéressait le plus à Bordeaux, c'était le miroir d'eau. Parce que, ils l'ont mis là justement pour le confort des gens en été. Alors quand on a fait l'étude, je reviendrai sur les surfaces des couleurs après, mais par rapport à l'eau, on s'est rendu compte qu'on a besoin de très peu d'eau. On a besoin vraiment d'une demi-centimètre et ça suffit parce que tout le reste, ça s'évapore pas. Là, on profite vraiment de l'évaporation de l'eau parce qu'elle fait très très chaud et ça suffit. Mais c'est des choses on est allé vérifier. On l'a mesuré et on l'a vérifié. Maintenant, si vous avez lu le newsletter, ça va vous sembler familier parce que c'est ce que j'ai repris pour les articles. La question qu'on s'est posée là, c'est une personne qui se promène à Manhattan, ça passe pas, qui se met dans ces petits points-là, devant les façades en verre. Est-ce que les surfaces verticales des bâtiments vont avoir une influence sur le confort de cette personne? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut choisir? Parce que c'est ce que je disais. Souvent, on écoute, on entend les gens dire s'il fait chaud, faut prendre la ville en blanc. Et ça va baisser la température. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Ça va baisser la température de quoi? Parce que là, ce qui nous intéresse, c'est les gens. Si on baisse la température, c'est pour que les gens soient confortables, pas pour que le mur soit plus froid. Si on peint le mur en blanc, le mur, il sera plus froid. Il absorbera moins d'énergie. En étant blanc, il va réfléchir toute l'énergie dehors. Mais cette réflexion, elle va aller où?
il va aller sur les gens. Et c'est des choses qui sont parfois pas intuitives. On a l'impression, non, mais la ville méditerranéenne, elle est toujours blanche parce qu'il fait chaud là-bas. Oui, mais ils ont aussi une autre manière de vivre, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, ils font la sieste. Ils travaillent en décalé. En Espagne, on y était il y a 2 semaines, ils ferment entre 14 heures et 17 heures, ils sont pas là. C'est un rythme complètement différent. C'est pas juste, on va peindre la ville en blanc et ça va aller. Surtout que cette énergie qui est réfléchie, elle doit aller forcément quelque part. Je veux dire, quand on fait... j'ai lu les études, et l'étude, il dit bah, la ville blanche, elle est plus froide. Oui, c'est vrai. Les murs sont plus frais. Mais toute cette énergie, elle est en train de rentrer par la fenêtre. Elle est absorbée par tous les piétons. L'énergie, elle part nulle part, hein. Je veux dire, elle est juste redistribuée. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est faire le modèle de Manhattan et on a simulé dedans. Qu'est-ce qui se passe si la ville, elle était toute noire, la première image, si elle était euh, toute blanche, grise, ou si elle était toute en miroir. C'est la dernière image. Oui. Alors, on a fait tout le parcours. Si elle est toute noire, on va dire c'est génial. Ouais. Parce que le bâtiment, il va absorber toute la chaleur et on recevra juste ce qui arrive du ciel. Si elle était parfaitement noire. Oui. Si elle était blanche, ça c'est un peu gênant parce que ça va nous envoyer beaucoup plus d'énergie que la ville d'avant, la ville noire. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vraie ville de Manhattan maintenant? Elle est faite en verre. Elle est parfaitement faite en verre. Ce qui fait que quand on se promène, on voit souvent le ciel, et que le ciel bleu, il est sombre, entre guillemets. Ouais. Mais on voit aussi le soleil. Et le soleil, il s'est réfléchi 2, 3 fois. Et quand on a 2, 3 soleils sur nous, ça se sent. Du coup, ça commence vraiment à être un problème. C'est quelque chose auquel on doit réfléchir. On doit réfléchir quand on est en train de proposer la ville. C'est des choses qu'on est capable de mesurer, c'est des choses qu'on est capable de simuler. Maintenant, il faut qu'on commence à proposer en prenant en compte ces genres d'études. OK. Maintenant, la question que je me suis posée, c'est si la réflexion, elle est comme ça, et effectivement, on a 4 soleils, et ça nous pose des problèmes au niveau piéton, confort d'été et tout ça. Qu'est-ce qui se passe par rapport à un panneau photovoltaïque qu'on place dans une de ces terrasses? Dans celle-ci, par exemple. Là, c'était pour une conférence et j'avais décidé que ce serait ce bâtiment parce que c'était vraiment 70 ans et c'était le premier gratte-ciel. C'est la Lever House à New York. Alors là, j'ai fait 3 représentations. La première, c'est un panneau photovoltaïque qui regarde le ciel. Il est parfaitement horizontal. Dans la deuxième, c'est un panneau photovoltaïque qui est placé sud. Comme on nous indique dans l'hémisphère nord, il faut se placer sud avec une inclinaison d'à peu près 35 degrés, je me souviens plus, 35 degrés à peu près, pour avoir la meilleure orientation toute l'année, etc. Je triche un peu parce que là, je suis en milieu urbain. Normalement, ça, on nous conseille de faire ça en ciel dégagé. Mais là, je suis au milieu de la ville, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et dans l'autre cas, j'ai un panneau que j'ai appelé tournesol qui va suivre la trajectoire du soleil. Alors, il commence là, il va suivre la trajectoire du soleil toute la journée. Normalement, ça devrait être celui-là qui fonctionne le mieux. Sauf qu'on a un problème. À un moment, le soleil se cache derrière un bâtiment. Mais le panneau, il est programmé pour continuer la trajectoire. Du coup, oui, quand le soleil ressort de l'autre côté, je récupère et je continue. Mais est-ce qu'on n'est pas capable de récupérer cette énergie qui a été perdue au milieu? Alors, l'idée, c'était d'utiliser le même type de projection. Ça faisait encore partie de mon travail, de mes travaux de thèse. Cette projection où on arrive à avoir une vue à 360 degrés. Et ce qu'on va aller chercher, c'est les points les plus brillants de la scène, en profitant que tout est fait en vert. Alors, c'était curieux, parce que là, ça me demandait de me tourner vers le nord. Ça veut dire vraiment prendre une position qui n'est pas conseillée du tout pour récupérer le soleil se réfléchissait derrière moi, au lieu de suivre celui qui est juste devant. Et comme ça, j'arrive à récupérer l'énergie. Là, si vous voyez les valeurs, les taux derniers, il arrive presque à la même quantité d'énergie que si le ciel était, que si je regardais les zéniths.
Du coup, c'est comme ça qu'on pourrait orienter un panneau photovoltaïque. Et là, c'est de la géométrie et de la physique. Ça y est, ça fonctionne. Maintenant, par rapport à d'autres applications, là, on est en train de partir sur des simulations par rapport à différentes bandes du spectre. Est-ce qu'on est capable de les choisir? Pour l'instant, on a choisi les matériaux en fonction de la chaleur, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à l'ultraviolet? Et là, on commençait à essayer ça en Espagne. Alors, on a pris une rue, on l'a modélisée. Cette rue, elle nous paraissait sympa parce qu'elle avait des petits balcons, comme on voit sur l'image. Ces balcons vitrés. On voulait savoir quelle influence ça allait avoir par rapport aux UV. Est-ce que ça change le rayonnement ultraviolet? Alors, juste pour vous montrer les simulations, les simulations sont, pour vous, sont à gauche, ouais, et pour moi, sont à droite. Non, pardon. Bah, il y a les simulations et les mesures, et elles se ressemblent pas mal. Du coup, on commençait à être content de la qualité qu'on avait. Alors, on est parti vérifier ça, et on est parti chez moi, à Quito. Alors, des caractéristiques particulières chez moi. Moi, je viens d'une ville qui se trouve à 3000 mètres d'altitude. Ouais, où il n'y a pas de saison, où il n'y a pas de changement d'heure. C'est pour ça que je suis tellement content qu'aujourd'hui ce soit le jour plus long que j'ai jamais vu. Mais ça sera pour après. Et on a le soleil qui monte très très haut dans le ciel. Quand le soleil monte très haut dans le ciel, ça veut dire qu'il y a moins d'atmosphère à pénétrer pour arriver chez nous. C'est-à-dire les taux de cancer des peaux extrêmement élevés. Du coup, on a des problèmes avec ça. La question que je me suis posée, c'est si on regarde par exemple le comportement du verre par rapport aux UV, on va voir qu'il absorbe énormément. La question que je me suis posée, c'est alors, ça veut dire que Manhattan, ça devrait peut-être être un équateur. À Quito, là où tout le verre va absorber le rayonnement ultraviolet, et ça va permettre les piétons de se promener en paix dans la rue. Et ils auront toute la lumière, parce que ça arriverait quand même, mais les rayons UV, ils seront absorbés. Et on a fait le test. Là, je suis monté sur le toit, sur le bâtiment de l'université. Il y a quand même 14 étages. Du coup, j'étais bien au-dessus de tout le reste. Et ce que j'ai évalué en bas, c'est l'index UV. Il faut se souvenir que selon l'OMS, de la santé, c'est conseillé de jamais dépasser 9. Oui. Et vous voyez bien que presque à tous les cas, oui, à tout, c'est très fort. Là, le premier, je suis entièrement à l'extérieur. Là, je suis à l'extérieur, au-dessus du toit, j'ai pas d'ombre, j'attrape le cancer. Voilà. Là, à l'intérieur, je rentre dans un patio. Comment je fais pour... Bon, là, dans la deuxième image, je suis entre deux bâtiments. Il me cachait un peu le ciel. Je vois que déjà, je perds presque 50% de l'énergie. Je suis à 4 points quelque chose. Ça, c'est parce que les bâtiments, ils vont couvrir une partie de ciel. Pour l'ultraviolet, il faut penser, les ondes sont très courtes, sont très très courtes. Ce qui fait que nous, on voit le ciel bleu parce que c'est ce qu'on arrive à voir avec nos yeux. C'est juste la sensibilité qu'on a. Mais si on était capable de voir en ultraviolet, en fait, le ciel, il serait violette. Ouais. Les nuages sont trop fines par rapport au rayonnement, ils vont attraper une grande partie de rayonnement ultraviolet. Alors là, en éliminant une partie du ciel, je perds le reste de l'énergie. C'est un peu pareil pour l'autre partie, même si je monte un tout petit peu parce que toutes les façades sont blanches. Là, il va y avoir de la diffusion qui arrive dans tous les sens. Mais quand je me mets dans le hall, là, je n'ai pas une photo, mais le hall, c'est une boîte en verre. Là, c'est là où je suis le plus protégé. Alors, à l'université, je vais vous dire, ça fonctionne très mal parce qu'il fait très chaud. Bah, ça fait une serre, quoi. Mais en tout cas, j'attrape pas le cancer de peau. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on peut... pourquoi on n'utilise pas les mêmes méthodes qu'on utilise pour la lumière? Si on sait les faire, pourquoi on n'utilise pas la même chose pour guider le design, dans ce cas-là, à des endroits avec les caractéristiques qui appartiennent? Je veux dire, en Espagne, il faisait très chaud, on a les moyens de le faire, on le fait. Chez moi, il fait pas si chaud que ça, même s'il fait beaucoup plus chaud qu'ici. Et on est à 3000 mètres quand même. Mais là, on peut faire attention aux UV. On a les outils, on le fait. La prochaine image.
Là, c'est quelque chose que je fais l'année dernière parce que je voulais m'intéresser justement à qu'est-ce qui se passe multiphysique. Alors, je suis allé faire en étude par bande spectrale. J'ai pris l'ultraviolet, les visibles, l'infrarouge proche et l'infrarouge lointain, la partie technique. Et je suis allé explorer, voir si ça fonctionnait, la partie acoustique. Ça, c'est assez drôle parce que là, j'ai une image où je vois d'où m'arrivent les sons. C'est des appareils très... On dirait une film de science-fiction à chaque fois que je pars à faire campagne de mesure parce que j'arrive avec toutes mes boîtes. La caméra acoustique, c'est un truc, on dirait Alien. Vraiment, dans le film, vous voyez le monstre avec les trucs comme ça et tout. Et les gens, ils s'arrêtent, ils posent des questions. Mais monsieur, une des questions les plus drôles, pardon, j'ai fait digression tout le temps, mais une des questions les plus drôles, c'est une dame qui est venue me voir parce qu'elle voulait savoir si avec mes appareils, j'ai arrivé à chasser les fantômes. Et non, mais elle était vraiment concentrée sur ça parce que j'ai essayé de l'expliquer. Non, je vois des trucs qu'on n'arrive pas à voir avec les yeux comme ça. Elle me dit, ben, des fantômes. Je dis, non, mais c'est pas ça. J'essaie d'écouter de où ça vient. Bah, c'est les voix. Je dis, non, madame. Mais en tout cas, c'était très drôle et ça a montré qu'on est capable de mesurer vraiment toutes les parties du spectre et qu'on arrive à avoir des informations qui, qui peuvent être synthétisées à un point et que ces points-là, il peut être le piéton. Ça, c'était sympa. Parce que là, je suis parti en vadrouille. L'idée, c'était, comme je vous ai raconté ce matin, il y a Humboldt qui est parti en 1803 en Amérique. Partie de son expédition, c'était de monter dans les pics les plus hauts possibles pour évaluer la faune, les plantes, etc. Et il portait avec lui ce qu'on appelait, bon, ce qu'il m'appelle toujours, un cyanomètre. Le cyanomètre, c'est un petit truc, c'est un petit appareil des nuances de bleu, différentes nuances de bleu, qui sert à calculer la transmittance de l'atmosphère. C'est quelque chose qu'on utilisait en 1800. C'était vraiment un truc fait très simplement. C'était du bleu sur un papier collé. Bon, il y a plusieurs nuances. Alors, je voulais voir. Bon, d'abord, je voulais évaluer le soleil parce que le soleil me posait des problèmes dans mon modèle. Mais je me suis dit, ça se trouve que ça fonctionne. Et dans ce cas-là, ça pourrait être cool. Alors, je suis parti d'Anglet, au Pays Basque. C'est la plage à côté de Bayonne. Très moche comme ville, mais super sympa. Il y a des jolis restaurants. Et c'est là où on a la première image. C'est le ciel bleu clair, super clair. Là, vraiment, je suis à 0 mètre sur le niveau de la mer et le ciel, il est super clair. J'ai décidé d'à partir de là, monter par des paliers d'à peu près 1000 mètres, faisant tout le possible, pour essayer d'aller le plus loin. Hein. Vous allez voir que je suis allé quand même assez loin. Ça fonctionne. Je suis revenu. Moi, je suis pas sûr d'être revenu dans le même état, mais bon, ça c'est autre chose. Là, la deuxième image, je suis monté sur les Pyrénées. Là, je suis à 1000 mètres. Les ciels, ils commencent à être un peu plus foncés, un peu plus bleus, si vous voulez. Et les rayonnements solaires, il n'y a pas moyen de les mettre comment je peux mettre? Ah, voilà. Alors là, j'ai un soleil qui est, entre guillemets, très faible. Quand je suis à Anglette, je monte sur les Pyrénées et ça commence à chauffer un petit peu plus, on va dire. Ça frappe un petit peu plus fort. Ça, c'est le Alzamendi. C'est une super jolie balade. Il y a des potiocs partout. Les potiocs, c'est ces petits chevaux sauvages, très poilus, très... ils sont mignons. Tu vois. Après, si on continue, je suis allé au Mont Dori. Là, ça monte encore plus. Là, il faisait froid. Il commençait à faire froid. Mais le ciel, il devenait de plus en plus foncé. C'était intéressant. Mais pour faire le pas après et passer aux 3000 mètres, il fallait aller un peu plus loin. J'ai voulu aller au Mont Blanc, mais on m'a dit de mieux aller chez moi. Du coup, je suis allé chez moi. Chez moi, je suis monté à 2800 mètres. Et là, j'en ai deux images. J'en ai une ici, qui est au milieu de la ville, dans un parc métropolitain, ce qu'on appelle. Et la deuxième, que c'est celle que j'ai prise dans le toit de l'université, quand j'ai fait la même mesure pour l'ultraviolet.
Là, on voit dans toutes les deux, le bleu, il est plus foncé que quand on est plus bas, mais il y a une différence. On dirait qu'il y a un qui est plus gris que l'autre. Du coup, on va mettre ça en parenthèse et je reviendrai sur ça plus tard. À partir de là, 3 000 mètres, c'est le volcan qui est juste à côté de chez moi. Pourquoi aller trop loin? Du coup, là, je suis allé à... Oui, c'est ça. C'est 4 000 mètres. Là, on est monté à 4 000 mètres. Là, c'était sympa. Les ciels, ils commencent à être beaucoup plus foncés. Vraiment beaucoup plus foncés. Les petits carreaux qu'on voit en bas, c'est une, une moyenne que j'ai fait sur le 9 pixels qui représente les zéniths. Du coup, le zénith, c'est la partie la plus haute du ciel. Oui, pour avoir une couleur propre. Et après, je suis allé sur le Chimborazo. Le Chimborazo, faut le savoir, c'est le volcan, c'est le point, le sommet du Chimborazo, c'est le point le plus éloigné du centre de la Terre. Partout. Ouais, de toute la Terre, ça, c'est le point le plus éloigné de la Terre. Et là, on était loin. Là, on était à 4 000, 5 000, ouais, 5 000 mètres. Là, c'est froid. J'ai pris un horrible coup de soleil. J'ai pas pensé. Et pourtant, je suis pour étudier ça, je suis allé pour ça, hein. Mais vous voyez, je porte souvent les chemises comme ça. Et là, j'étais pareil. Et après, j'avais vraiment des ampoules partout. Comme ça, pop, 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 pop. Tellement ça frappe fort. Mais j'étais super content au retour parce que quand j'ai évalué le soleil, c'est ce qu'on voit ici en haut, c'est des photos du soleil. J'aurais pu mettre une photo grande. Oui. Le soleil, il obéit bien à la physique qu'on a derrière. Vraiment, on perd de la transmittance atmosphérique. Ça change à mesure qu'on monte en altitude. Et ça suit bien la courbe qu'elle a été dessinée théoriquement et tout. Et moi, j'étais super content de ces résultats parce que là, ce que j'avais fait, c'était avec des appareils photo et des filtres télescopiques. Du coup, j'avais monté un petit appareil et là, on ne le voit pas, mais ça, c'est la photo du soleil. J'arrive à identifier toutes les taches solaires et tout, et à retrouver la valeur de ce qu'on appelle l'irradiance directe. Du coup, je peux rentrer ça sur mes modèles, et maintenant, je suis sûr que ça obéit bien à toutes les lois de la physique. Ça fonctionne. Ça a été vérifié. Bravo. Pour revenir sur des applications un peu plus villes, ici, c'était un collègue à Bayonne. Lui, il avait étudié la ville et la lumière, les puits de jour. Est-ce qu'on est capable d'améliorer la qualité des appartements? Je parlais ce matin, des appartements à Bayonne. Et lui, il avait créé une unité, un paramètre qu'il appelait les jours aveugles. Du coup, il évaluait la qualité d'un appartement en fonction des jours aveugles. Et on peut voir que dans les appartements qui sont ici, les tout premiers, et c'est le dernier paramètre. Il y a 154 jours aveugles. Ouais. La question qui s'est posée, c'est justement si simplement, en plaçant un miroir en haut de chaque puits de lumière, on pouvait diriger la lumière vers le fond et éclairer tout. Et ça nous a fait changer à 42 jours aveugles. Un jour aveugle, ça veut dire un jour où on ne recevait pas plus de 4 heures de lumière par jour. C'est pas beaucoup. Mais en tout cas, on a gagné presque 110 jours par an. Là, on utilise des journées météorologiques standards. Du coup, c'est un peu lissé. Une autre question qui était très intéressante et que j'ai un peu discuté ce matin, c'est l'idée des toiles sur les rues. Et là, on avait fait le test. Là, c'était une de mes premières campagnes de mesure où on est parti faire des thermographies. C'est toujours à Cordoue, en Espagne. C'est très, très chaud. Et c'était drôle parce que les images on voit avec les toiles en bleu et jaune, ça, c'est des toiles modernes. Les images en noir et blanc, c'est des anciennes. Et on peut voir que les anciens, ils mettaient la toile tout en haut de la rue. Ouais. Et quand on a fait les études, bah, c'est ce qu'il faudrait faire. Je reviens après. Pour la couleur de la toile, on s'est rendu compte qu'en réalité, une toile noire fonctionne mieux qu'une toile blanche. On pourrait croire que la toile noire va s'échauffer et que ça va nous envoyer de la chaleur. C'est vrai, mais il va s'échauffer et il va aspirer l'air vers le haut. Du coup, ça va tirer, ça va créer du tirage thermique et ça crée de la ventilation en bas. C'est des choses qu'on n'a pas forcément
On les voit pas si clairs dans la tête jusqu'à ce qu'on les simule. Et c'est comme, ah oui, c'est intéressant. Et par rapport à l'auteur, des où on place, le problème, c'est que maintenant, c'est devenu un commerçant. Et c'est les commerçants qui décident de déplacer les toiles. Alors, les commerçants, comment on dit ça? Gentiment. Et ça, ils s'en foutent de la vie des gens, quoi. Du coup, eux, ils veulent des nombres dans leur business et c'est tout. Tandis que les gens en haut, ils profitent plus de ça. Ça coûte rien. On pourrait le mettre en haut, ils auraient quand même de l'ombre, mais ça aiderait tout le monde. C'est vraiment des trucs auxquels il faudrait penser. Mais ça, c'était très intéressant. Après, c'est un collègue qui a fait cette simulation où il s'est posé la question, c'est une question que j'entends beaucoup dernièrement, est-ce qu'il faut mettre l'isolant à l'extérieur ou à l'intérieur? Et quelle est la différence? Alors, ici, c'est juste une simulation. On n'a pas eu le temps de la valider par la mesure, mais on a vu que, par exemple, si on la mettait dehors, ça avait une influence sur le piéton. C'était pareil que comme pour le mur blanc. Oui, on les met dehors, ça fonctionne mieux pour la maison, mais ça renvoie aussi de la chaleur à l'extérieur. Et en plus, il y a toutes les difficultés quand il y a des façades qui sont un peu plus protégées, comment on fait pour mettre l'isolant, etc. Mais en tout cas, l'étude est là. Il y a toutes les références, je peux tout vous partager. Et à la fin cette demi-heure que j'ai bien tenue, je vous remercie de m'avoir entendu toute la journée. J'espère que vous allez avoir des questions.